Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder avec vous les enfants difficiles. On entend beaucoup parler de l'enfant difficile, de l'enfant terrible. Enfant roi, enfant tyran, TOP, trouble de l'opposition avec provocation. Et si nous faisions un tri dans toutes ces appellations? Quels sont les comportements qui alertent et qui poussent les parents à consulter? Ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui représente un épisode d'une série d'articles sur les enfants difficiles. Leurs comportements, les comportements qui alertent, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les troubles associés, leur famille, leurs interactions, comment agir en tant que parent en fonction de chaque profil, comment canaliser son énergie et lui apporter plus de calme. Ceci représente un point de vue, au regard de mon expérience en cabinet et au regard des recherches documentaires que j'ai pu réaliser. Je ne prétends pas vous offrir la vérité absolue, mais un point de vue si vous êtes un parent qui vivait dans cette situation. Certains d'entre vous se sentent maltraités par leur enfant. Malgré tout, et autant que faire se peut, je vous invite à garder confiance. Les enfants ne sont pas des tyrans. Vous trouverez les clés dans cette série d'articles, dans cette série de vidéos ou de podcasts pour reprendre le lead sur votre famille, apporter plus de calme et de coopération à votre enfant. Alors, j'ai mené mon enquête. Action! J'ai mené mon enquête pour comprendre et créer des processus d'accompagnement efficaces pour apaiser les tensions, car l'enfant qui est au cœur du débat passe son temps puni, mis à l'écart, il entend des reproches à longueur de journée. En somme, l'enfant reçoit de quoi cultiver du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la colère et de la tristesse, et avec cela, on s'attend à ce qu'il soit heureux et coopératif. D'ailleurs, vous allez retrouver les références des livres qui m'ont servi à documenter cet article, cette vidéo, ce podcast, en description ou à la fin de l'article. Alors, enfants difficiles, quels sont les comportements qui alarment les éducateurs et les parents? Je vais vous présenter ici des comportements qui sont fréquents, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent plusieurs fois par semaine, et persistants, c'est-à-dire qu'ils existent depuis au moins 6 mois. Je ne vais pas aborder les classiques colères, ni les comportements opposants transitoires. Abordons le trouble de l'opposition avec provocation. D'après mon expérience et d'après ce que j'ai pu en lire, le trouble de l'opposition avec provocation est associé au TDAH, au trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et n'est jamais présent seul. Bien que les enfants peuvent présenter certains de ces comportements à certaines étapes de leur vie, le trouble de l'opposition avec provocation s'inscrit vraiment sur la durée, c'est un trouble persistant. Je vais vous lire une citation de Russell Barclay qui concerne les parents d'enfants présentant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. À ce stade, beaucoup de ces parents signalent une dépression, une faible estime de soi dans leur rôle de parent et peu de satisfaction ou d'implication dans leur responsabilité parentale. Dans certains cas, ces parents peuvent basculer entre un désengagement complet et des réactions trop dures face au mauvais comportement de leur enfant, en fonction de leur propre humeur et de leur irritabilité du moment. Nos clients nous racontent qu'avant l'entrée à l'école, ils avaient déjà remarqué ce genre de comportement chez leur enfant. D'une manière générale, on retrouve les éléments de comportement ci-dessous, que ce soit dans la littérature et dans les récits de nos clients. C'est ce que nous pouvons retrouver dans le DSM-5, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques de l'Association américaine de psychiatrie. L'enfant a une humeur colérique et irritable. Il se met facilement en colère, il est susceptible, agacé par les autres, souvent fâché et plein de ressentiment. L'enfant a un comportement provocateur, querelleur. Il conteste ce que disent les adultes, il refuse de se plier aux règles.
il s'oppose activement, embête les autres délibérément et fait porter à autrui la responsabilité de ses mauvais comportements. L'enfant a un esprit vindicatif et peut se montrer méchant. Voici un exemple en consultation. On va l'appeler Camille, son prénom n'est pas celui-ci, mais pour les besoins de cette vidéo, je vous présente son cas en changeant son prénom. Camille, donc 10 ans. Camille arrive en consultation à la suite d'un diagnostic de TDAH, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Par la suite, elle sera médicamentée et son psychiatre m'envoie sa famille afin de mettre en place avec sa famille une guidance parentale et ou, avec Camille, mettre en place des outils pour développer son potentiel avec son TDAH. À l'école, elle est souvent agitée et punie. Elle a des difficultés à faire son travail jusqu'au bout et elle passe beaucoup de temps à embêter les autres et à s'agiter sur sa chaise, voire à se lever. Camille est également décrite comme impulsive et parfois incontrôlable. Elle ne s'arrête jamais. Elle n'écoute pas ce qu'on lui dit et répond avant qu'on ait fini de poser la question. Toutefois, elle est considérée, elle est décrite comme étant une enfant très polie. Même si elle refuse de se plier aux demandes des adultes au premier abord et qu'il faut insister, tergiverser pour qu'elle coopère. Elle s'impose, prend toute l'attention, ce qui est source de rejet de la part de ses camarades. Quand une bêtise est faite dans la cour de récréation, tout le monde, même les adultes, disent « Qu'est-ce qu'elle a fait encore Camille ?» Elle perd ses affaires, ne prend pas les bons cahiers. Elle a une copine très active comme elle, mais elle n'arrive pas à nouer d'autres relations. Le personnel de l'école l'a décrit comme étant très autoritaire avec les autres camarades et se mettant très en colère s'il n'accepte pas à ses demandes. Camille m'explique qu'elle voudrait arrêter d'être punie. Elle exprime aussi le fait qu'elle fait de son mieux et que c'est plus fort qu'elle. Les parents racontent que jusqu'à 6 ans, Camille se jetait sur la route, grimpait sur les canapés, s'opposait aux règles et testait les limites de façon cyclique. Elle courait dans les magasins et touchait à tout, il fallait la suivre partout, sinon elle disparaissait. Ses parents vivaient dans un stress permanent et n'osaient plus sortir avec leur fille. Les proches et les amis étaient agacés par son comportement, mais mentionnaient qu'ils voyaient qu'elle voulait bien faire, qu'elle avait un véritable bon fond, très gentille, d'autant qu'elle était très polie, mais qu'elle n'arrivait pas à se contrôler. Dans cet exemple, malgré l'opposition ou l'impulsivité et les colères, Camille a intégré les limites et les règles. Il faut les lui répéter et le quotidien est compliqué pour les parents et le personnel éducatif, car c'est une enfant qu'il faut gérer et qui demande beaucoup d'attention car elle est moins autonome que les autres enfants du même âge. Maintenant, je souhaite aborder l'enfant roi et ses interactions avec les adultes. Alors, comme son appellation l'indique, l'enfant roi est un roi. Il n'accepte aucune frustration. Il pousse à bout ses parents, il pousse à bout les éducateurs. On entend souvent dire qu'il teste les limites. Cet enfant est insatisfait, agité, irrespectueux envers les adultes et il n'a aucune retenue. Il se comporte avec ses camarades également comme ceci, ce qui attire la violence des autres enfants. Dans la famille, il monopolise l'attention, il prend toute la place et il coupe la parole. La famille est parfois isolée car les amis finissent par éviter les invitations à cause de cet enfant souvent qualifié de mal élevé. Je vous propose un exemple en consultation. Mathis, 9 ans. Mathis est arrivé en consultation parce qu'il a cassé une chaise sur le bureau de sa maîtresse. Il a été sorti de l'école par les pompiers. La mère m'explique qu'il se faisait mettre dehors par tous les praticiens. Toutefois, elle vivait bien ce comportement. À l'école, d'après l'équipe pédagogique, les comportements violents et irrespectueux étaient persistants depuis plusieurs années. Dans le cabinet, en moins de 5 minutes, il avait bousculé sa mère, jeté des jeux sur ses parents, essayé d'ouvrir la porte du cabinet, tenté d'escalader
l'étagère sur laquelle son père avait posé la clé du cabinet. Il avait donc tapé son père, jeté des jeux sur nous. Lors de la consultation suivante, Mathis a cherché à négocier son accompagnement. Il accepterait de coopérer si je le laissais jouer avec mon chien. Quand je lui demandais de faire un dessin, il sortait du cabinet pour aller courir dehors. Le temps de parler à sa mère, il avait réussi à aller sur mon ordinateur pour se mettre un dessin animé. Lorsque je lui proposais de lui raconter une histoire, il se mettait à faire des bruits, à glousser, à crier et il finissait par aller courir dehors. Dans cet exemple, les parents ne sont pas entravés dans leurs décisions. Ils accèdent aux demandes de leur enfant pour lui faire plaisir ou par plaisir pour eux, mais pas par peur. Ils ne consultent parce que le comportement de leur enfant gêne à l'extérieur, notamment à l'école. L'extérieur est décrit comme étant peu tolérant, notamment les praticiens qui les ont mis dehors en raison du comportement inapproprié et irrespectueux de Mathis. Lorsque j'évoque les conséquences des comportements, notamment le fait que, à la toute première consultation, malgré un comportement inadapté, irrespectueux, voire même violent, puisqu'il a tapé son père, jeté des jeux, bousculé sa mère, la maman, à la fin de la consultation, a sorti une sucette et l'a donnée à son fils. Donc lorsque j'ai abordé les conséquences des comportements, notamment en parlant de la sucette, elle m'a dit que ça n'avait rien à voir avec ça et qu'il ne donnait pas de sucreries. Elle évoque aussi tous les livres de parentalité positive qu'elle a lus et qu'elle sait appliquer. Bien entendu, la question des interactions familiales se pose toujours. C'est d'ailleurs là le socle des accompagnements et nous y reviendrons dans un autre article, une autre vidéo ou un autre podcast. Maintenant, je souhaiterais aborder l'enfant dit tyran et ses processus d'interaction. L'enfant tyrannique prend le contrôle sur la famille. Je dis prend parce que tout petit, il n'a pas choisi de faire peur à ses parents et de prendre le pouvoir. Donc l'enfant tyrannique prend le contrôle sur la famille, la hiérarchie familiale est donc inversée. L'organisation de la famille est faite pour ne laisser subir à cet enfant aucune frustration. C'est pour cela qu'il est parfois difficile de repérer cet enfant tyran, car à l'extérieur, il paraît être un enfant très calme et très conciliant. La peur de frustrer cet enfant et des conséquences de sa frustration, qui peuvent être des insultes, des menaces, de la violence, des objets brisés, des auto-agressions, des menaces de suicide, et j'en passe. La culpabilité des parents, la honte, les renoncements, les sacrifices et l'isolement font de ce schéma familial un schéma unique. Rare, certes, en tout cas au regard des familles que j'accompagne, mais unique. Je vous propose l'exemple de Julien, 8 ans. Julien est décrit par sa mère comme étant râleur, jamais content, toujours dans l'opposition et insultant. Elle raconte qu'il mène toute la famille par le bout du nez, que toute la maisonnée agit en fonction de lui, avec lui on marche sur des œufs. Il insulte les membres de sa famille à travers la porte de sa chambre. Elle prépare les plats qu'il aime à chaque repas. Si elle souhaite proposer autre chose à la famille, elle le fait en plus des plats qu'elle prépare pour lui. Depuis qu'il est bébé, un rituel s'est installé. Il avait peur de dormir seul. Alors elle a commencé à l'endormir en lui tenant la main. Il entrait dans des colères si elle la lâchait avant qu'il soit endormi. Et quand est arrivé, c'est dur à dire, quand est arrivée la peur du loup, il a fallu regarder sous le lit et ouvrir les portes des placards. Au fil des années, ce rituel a perduré et s'est sophistiqué. La maman regardait sous le lit, ouvrait la porte des placards. Elle allumait 3 ou 4 lampes et d'autres actions que je ne vais pas vous lister ici tant il y en a. Et elle terminait par l'endormir en lui tenant la main. Et l'enfant ne supportait aucun aménagement de ce rituel et
les terreurs revenaient et les cris revenaient si la maman ratait une étape de ce rituel. La maman ajoute « À la maison, c'est le Troisième Reich ». Cette mère consultait parce que, depuis quelques semaines, Julien avait peur d'aller manger à la cantine et commençait à refuser de se rendre à l'école. Cela conduisit la mère à prendre des jours de congé de plus en plus régulièrement, car son fils se mettait dans des états de panique terribles le matin. Alors, elle envisageait de prendre un emploi à mi-temps, de façon à pouvoir aller chercher son fils le midi. Changer de travail lui faisait très peur, et d'autant que la perte de salaire faisait peser un risque pour sa famille. Selon Julien, tout allait bien. À une exception près cependant, sa mère ne lui accordait aucune attention. Elle passait son temps à faire le ménage et elle râlait tout le temps. Elle était responsable de son insatisfaction. Dans cette famille, la peur est omniprésente quand Julien est là. Il faut faire attention à tout. La suradaptation de la famille et en particulier de la mère aux difficultés de son fils crée un climat d'oppression et de stress. La fratrie entière est stressée, d'autant que Julien a une position particulière. Il faut lui faire plaisir, sinon il va s'énerver. Il n'est donc pas soumis aux mêmes règles que les autres enfants de la famille. Il menace, il insulte, il frappe ou casse des objets appartenant aux parents ou à la fratrie. La mère de Julien a honte et ne parle pas de ce qui se passe à l'intérieur du foyer. Elle a dû sacrifier ses loisirs, ses sorties, les invitations sur plusieurs jours à cause du fameux rituel et envisage de renoncer à son travail à temps plein pour pouvoir s'occuper de son fils. Les décisions parentales sont gravement entravées. Enfant difficile, alors d'où proviennent ces comportements et que faire ? Je vous présenterai dans un prochain article, une prochaine vidéo, un prochain podcast, les troubles associés et de nombreuses possibilités de causes, tant chez l'enfant que dans la famille, chez les parents. Puis nous aborderons divers accompagnements possibles en fonction des profils et je vous donnerai des outils à mettre en place en famille, des jeux et des histoires pour votre enfant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez être alerté des prochaines vidéos qui vont sortir sur ce sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche de notification. Je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a intéressé et pour booster l'algorithme YouTube de façon à ce que YouTube propose cette vidéo à d'autres parents qui pourraient vivre ce genre de situation. Et je vous rappelle aussi que les références des livres et des articles se trouvent dans la description. À très bientôt pour la prochaine vidéo.